Bonjour et bienvenue dans ce forum au congrès du CNCH. J'ai l'énorme plaisir d'être aujourd'hui avec deux amis, Jean-Michel Dartière, bonjour, et Natalia Richichine. Et surtout vous qui êtes dans l'audience, n'hésitez pas, on va essayer de le faire sur un forum et un petit peu de vous donner la parole également. Je viendrai avec mon petit micro pour peut-être vous faire réagir et interagir aux discussions de nos experts. On ne voudrait pas que ce soit que nous qui parlions. On reçoit le soutien institutionnel de laboratoire Bayer, que je remercie pour le soutien institutionnel au CNCH pour une collaboration de longue date. Aujourd'hui, nous allons parler de pratiques d'insuffisance cardiaque. Nous avons deux experts de l'insuffisance cardiaque qui sont impliqués sur leur territoire, qui ont mis en place des choses intéressantes, que ce soit du numérique, de l'hospitalisation à domicile, de l'hospitalisation de jour, tous ces nouveaux outils qui ont été un des fils conducteurs de ce congrès. Donc je vais commencer, Jean-Michel. Hier, sur le forum de jeudi, tu as été cité par un de nos amis qui disait que tu avais mis en place une organisation à Toulon, malgré les difficultés, malgré le fait que tous en manquent de médecins, malgré les difficultés qu'on a du mal à avoir des ressources humaines. Comment tu arrives à organiser la prise en charge de l'insuffisance cardiaque dans ton centre ? Alors de toute façon, je pense que l'époque qu'on vit actuellement, de pénurie de tout, de grands déséquilibres, c'est justement quand tout est en déséquilibre qu'on peut tout renverser et qu'on peut tout refaire. Donc là, c'est le bon moment pour tout refaire, parce que de toute façon, on va être obligé de le faire. Donc comment est-ce qu'on a réussi ? On est parti d'une première constatation qui est que les patients, l'hôpital, on sait les sécuriser. Ça, c'est un truc qu'on sait faire. Mais finalement, tout le reste, c'est pas notre travail. 2, on ne sait pas bien faire. Donc, il faut qu'on trouve de nouvelles voies de prise en charge. Et nous, la voie de prise en charge que l'on a trouvée, c'est de se dire que ces patients insuffisants cardiaques qui ont vocation à retourner à domicile, 70% des insuffisants cardiaques aigus retournent à domicile, eh bien, il faut qu'on puisse les prendre à domicile directement en hospitalisation à domicile. Et souvent, je donne cet exemple sur le diabète. Moi, je suis toujours épaté quand on me dit qu'on va hospitaliser un patient diabétique pendant une semaine pour équilibrer son diabète. Je me dis, mais c'est quoi la logique ? Quelle est la logique ? Le bon endroit pour équilibrer le diabète d'un patient, c'est le domicile. C'est certainement pas l'hôpital. Eh bien, l'insuffisance cardiaque, pour moi, c'est pareil. Le bon endroit pour équilibrer un patient insuffisant cardiaque, c'est clairement le domicile. D'où la nécessité de rendre ambulatoire toutes ces prises en charge. L'HAD, c'est une solution. L'HDG est une autre solution également séduisante. Et alors, finalement, Natalia, un des sujets dont tu avais prévu de nous parler aujourd'hui, c'est finalement cette HAD. Comment vous avez... HDJ, pardon. HDJ, l'HAD, on y revient après. L'HDJ que vous avez organisé, par exemple, à Bicêtre, peux-tu nous dire un petit peu... Parce que c'est l'une des questions qu'on se pose tous quand on a un hôpital de jour, finalement, des fois même pas spécialisé en cardiologie, avec pas obligatoirement le lit dédié, avec pas obligatoirement les équipes dédiées. Comment vous avez mis en place cela ? Et qu'est-ce que finalement des choses, des take-home messages que quelqu'un peut utiliser, sortir de là et dire je vais demander à Nathalie sa recette de cuisine et je vais l'utiliser dans ma pratique. Bon, moi, je pense que les parcours ambulatoires, c'est un parcours très important dans le contexte actuel. Donc, beaucoup de nos patients peuvent avoir la prise en charge ambulatoire à domicile en amont d'hospitalisation, en aval d'hospitalisation, c'est obligatoire, et parfois à la place d'hospitalisation. Donc, globalement, pour monter d'HDJ, il a un petit parcours à faire. Donc, il a un dossier à monter, dossier à valider, il a des contraintes administratives, il faut faire une étude médico-démographique, l'étude des besoins des soins, étude des disponibilités des locaux, des matériels, des personnels médicaux et paramédicaux. Mais ça, je pense que c'est un effort à faire parce qu'il est vraiment bénéfique. Il est bénéfique pour le personnel médical et paramédical parce que les gens, ils s'impliquent beaucoup. Les infirmières en HDJ, ils se voient autrement parce que maintenant, c'est des infirmières qui sont spécialisées, les infirmières des pratiques avancées ou ISPI ou tous les infirmières qui font l'indication. Donc, leur travail est valorisé maintenant. C'est ça ce qui est important. Suite à une nouvelle instruction frontière, donc toutes les interventions des infirmières, on peut les prendre en compte. Et puis, c'est très valorisant pour les patients parce qu'on lui assure le confort de vie. Donc, il vient pour les soins courants, il vient pour les bilans diagnostiques, bilans éducatifs. Et puis, il revient chez lui où il peut mettre en place et appliquer
tous les conseils qu'on lui a donnés. Conseils diététiques, conseils par rapport à la pratique sportive, conseils par rapport à son travail. Donc, ça veut dire qu'il a des sécurisations, mais pour moi, il n'a plus des séquestrations des malades à l'hospitalisation, parce que longtemps, c'était un seul recours. Qu'est-ce qu'on fait? On hospitalise les patients. Maintenant, dans la création des hôpitaux de jour, vraiment, c'est très souple maintenant. Donc, il faut adapter cette souplesse. Ça nécessite quand même certaines organisations. Pour moi, donc, il faut un médecin coordinateur, quelques infirmières, une ou deux, voilà. Puis, il faut un assistante médicale administrative pour programmer tous les bilans, les examens. Il faut des locaux qui doivent être bien définis. Ça peut être une salle, des salles, c'est mieux. Et puis, bon, il faut faire une étude de votre centre hospitalier. Qu'est-ce que vous disposez comme plateau technique? Qu'est-ce que vous proposez comme des bilans pour la réalisation des actes, que ce soit fluide? Voilà. Est-ce que tu as, par exemple, chez vous, c'est un HDJ spécialisé en insuffisance cardiaque ou c'est un HDJ tout venant alors? Moi, je dis plus HDJ de cardiologie, plus orienté vers l'insuffisance cardiaque, parce qu'il y a quand même 70% c'est les patients l'insuffisance cardiaque. Mais maintenant, je travaille beaucoup sur délégation des tâches. Tout ce qui est titration des médicaments, c'est maintenant ISPIC qui s'en occupe. Alors c'est très bien, parce que c'est ce que je voulais, c'était les forums. Bonjour Nathalie, bonjour Jean-Michel. Vous m'entendez là? Non. Oui, il me semble que oui. Il me semble. Bon, sinon tu viens avec On nous. va faire monter. Prends le micro, c'est pas grave. Je prends le gros micro. Alors, en attendant que Saïda s'installe, par exemple, tu as combien de lits dédiés à cette HDJ? Moi, je considère que ce n'est pas des lits, c'est des places. C'est des places, donc, voilà. Moi, je fais 6 par jour. 6 par jour, d'accord. C'est-à-dire 3 matins, 3 l'après-midi ou non, c'est 6 par jour? Je fais plus 4 matins dès l'après-midi, parce que ok. souvent, celle-ci du matin, ça déborde un petit peu, donc je préfère les tous venir. Donc, il y a combien de fauteuils alors? Il y a 4 fauteuils alors? Il a 4 fauteuils. D'accord, c'est juste pour avoir une idée, d'accord. Ouais. C'est en termes... Donc Comment ça se- Natalia, ouais. comment tu valorises ton hôpital de jour? Il y a combien d'intervenants? Pour la circulaire frontière, c'est ça? C'est Ouais. 700 € à partir de 3 Ouais, intervenants. trois il te trois interventions, ce n'est pas les intervenants, c'est ça de la différence. Ce n'est pas les interventions, c'est pas des intervenants, Oui. c'est les interventions. Par exemple, si tu as une infirmière qui fait d'une côté les soins courants, pose de la perfusion, biologie, surveillance des constantes, parce que tu fais la titration, Oui. l'introduction des traitements, et en même temps, elle fait des séances d'éducation. Donc c'est la même infirmière, mais elle fait des deux axes. interventions. D'accord. Après, il faut que ce soit très bien tracé, donc le dossier des patients bien clair, les synthèses faites, moi je les fais toujours, les premières embauches des synthèses le jour même, et puis s'il y a l'examen qui nécessite un peu d'attente d'interprétation, je les complète quelques jours après quand j'ai les résultats. Et les infirmières, elles font aussi leur transmission, donc la traçabilité. D'accord. En fait, nous, on a essayé de faire l'hôpital de jour, mais sans locaux dédiés, c'est très, très compliqué. On le fait à la consultation externe et on fait tourner le patient entre la consultation, la diététicienne, et ce n'est pas les mêmes locaux, c'est très compliqué à organiser, des fois il y a un délai d'attente, donc il faut vraiment qu'il y ait des locaux dédiés. Oui, mais déjà, c'est un petit peu la réglementation qui demande que les patients ils soient admis dans une structure de l'hôpital de jour. On a une UF, oui. Après, voilà, tu crées une UF. Après, pour la fluidifier les choses, c'est bien d'avoir les locaux dédiés. C'est tes locaux, tu les connais, tu places ton matériel, l'aérographe, tout ce que tu as besoin pour avancer vite. Parce que c'est vrai que c'est chaque fois tu as besoin d'attendre que la salle se libère ou déplacer les patients. Donc nous, les circuits classiques et courts, genre les circuits en cardiologie, et puis c'est la scintigraphie au IRM, donc on organise les brancardages, aussi les patients valides, ils se déplacent tout seuls vers les plateaux techniques. D'accord, donc tu peux faire l'échographie en même temps, donc tu as un échographe dédié. Oui. Ah oui. Alors, pendant que vous parliez, j'ai invité Sonia qui est infirmière à l'hôpital Cochin, si je me souviens bien, et on a intervenu dans une session hier sur l'insuffisance cardiaque. Vous êtes infirmière de pratique avancée, et donc à Paris, à la PHP, donc quand même probablement avec peut-être plus de moyens que chez moi. Vous avez déjà toute une organisation de la gestion, notamment on avait parlé de la télémédecine. Est-ce que vous avez aussi un hôpital de jour
de prise en charge de l'insuffisance cardiaque. Comment ça se passe chez vous? Alors, on a un hôpital de jour qui est un peu hybride, puisqu'on fait et de la coronarographie, donc de l'interventionnel. On fait aussi un petit peu d'insuffisance cardiaque, et puis on fait des bilans préopératoires. Donc, c'est un petit peu le fourre-tout. Il faut s'y retrouver. L'infirmière de l'hôpital de jour, en fait, est aussi ISPIC. Pour l'instant, elle n'est pas complètement dégagée. Et moi, je peux aussi intervenir au sein en tant qu'intervenant, énième intervenant qui compte un aussi, au sein de l'hôpital de jour. Moi, j'ai une petite question essentiellement pour l'HAD, en tout cas une histoire à raconter. Je prends en charge une patiente de 96 ans qui a une sténose aortique et qui ne veut absolument pas du tout se faire opérer, ni par TAVI pour le coup. Et je la mets en télésuivi puisqu'effectivement sa volémie varie énormément. Cette patiente se retrouve en alerte, je la prends en consultation, on majore un peu les diurétiques, j'en parle au cardiologue référent qui me dit que ce serait bien de la remettre en hôpital de jour, refaire une petite écho, voir un petit peu les choses. Je la mets donc en hôpital de jour, c'est vraiment le circuit hôpital de jour HAD. Je la mets donc en hôpital de jour, cette patiente, elle était vraiment en hypervolémie, elle décide de vouloir rentrer à domicile, on augmente les diurétiques à 250 mg par jour, quelque chose qu'on aurait dû faire en milieu hospitalier. Et là, moi, en tant qu'infirmière en pratique avancée, je voulais tirer la corde de l'HAD. Et là, c'était très compliqué. Je n'ai pas pu, en fait, parce que je me disais que peut-être, finalement, des cures IV de l'Azilix en HAD, chez ces patients-là, par exemple aussi les pharyngectes en HAD, chez des patients un petit peu difficiles de 96 ans, je trouvais que c'était un bon compromis pour la patiente, en fait. Typiquement, cette patiente-là, elle aurait été toulonnaise ou varoise en général, effectivement, elle irait en hospitalisation à domicile. La problématique qu'on réalise souvent pas, c'est que bien que ces patients soient en HAD, nous, ça n'est pas notre HAD en fait, hein, nous n'avons pas d'HAD dans l'hôpital, donc c'est une HAD qui est totalement à part. Mais on a conclu un accord avec l'HAD, et l'HAD sait que c'est nous qui gérons, c'est nous cardiologues qui gérons les patients de l'HAD. C'est-à-dire qu'on n'adresse pas le patient à l'HAD et on leur dit « débrouillez-vous, gérez les diurétiques », parce qu'en fait, ils ne sont pas compétents là-dessus, et s'ils se lancent, ils ont tort, il ne faut pas qu'ils le fassent, et s'ils ne se lancent pas, ils ont raison, ils n'ont pas la compétence, ils sont raisonnables sur ce qu'ils font. Donc en fait, ça nécessite un travail préalable qui veut que l'HAD nous prête ses compétences organisationnelles, la coquille qui va faire qu'on va pouvoir remplir toutes les données pour les récupérer. Et nous prêtons nos compétences médicales sur l'insuffisance cardiaque. Et je pense que l'insuffisance cardiaque, c'est une vraie sous-spécialité, même spécialité, et donc il ne faut pas galvauder cette spécialité. C'est pas l'HAD qui va gérer ce patient. L'HAD va nous aider à mettre la structure qui fait qu'on va pouvoir la prendre en charge à domicile. Donc, quelque part, c'est probablement normal que l'HAD ait dit non, s'ils considèrent qu'ils allaient être tout seuls à gérer le patient. C'est ça, Quelles sont les conditions? Parce que moi, je pensais que pour bénéficier de l'HAD, il fallait des conditions minimales en termes de nombre de perfusions pour finalement qu'un patient soit pris en HAD. En fait, la façon dont est financé l'HAD, c'est des modes de prise en charge, MDP. Et donc, on a des modes de prise en charge pour plein de situations cliniques. Si vous allez sur le site, je crois que c'est la Fédération de France des HAD, vous avez une petite application pour définir si votre patient peut entrer en HAD. Et en fait, ce qui se passe, c'est qu'il n'expose que les modes de prise en charge dont ils se sentent capables de gérer seuls les patients. Donc le mode de prise en charge qui est le MDP8, mode de prise en charge numéro 8, où on range nos patients à insuffisance cardiaque, ne sera jamais proposé sur ces algorithmes parce que ça nécessite un travail préalable d'accord de fonctionnement entre l'équipe cardiologique, insuffisance cardiaque et l'équipe d'HAD. Et c'est grâce à ce travail préalable que l'on peut mettre en place l'HAD. Mais on ne doit pas proposer le patient alors qu'on n'a rien préparé. Moi, je comprends l'HAD, il n'y a pas de raison qu'ils acceptent. Jean-Michel, et cet accord, c'est une convention entre l'hôpital et l'HAD. L'ARS intervient, comment ça se passe? L'ARS n'a pas particulièrement à intervenir. Alors, quand c'est une HAD intra-hospitalière, il n'y a pas d'accord, c'est votre hôpital. Donc il n'y a aucun accord particulier. L'accord, il est verbal et surtout,
On doit écrire, par contre, les protocoles. On a l'habitude dans les hôpitaux maintenant, hein, tout doit être protocolisé. Donc les protocoles, ils doivent être écrits, déclarés, référencés sur le site de l'hôpital. Quand c'est deux structures différentes comme nous, là, effectivement, on est passé sur une espèce de contractualisation, notamment pour la problématique qui nous paraît surréaliste à nous qui sommes soignants, mais je passe du temps médical, nos infirmières passent du temps médical sur des patients qui ne sont pas dans nos lits. Concrètement, ils ne sont pas chez nous. Ils sont dans une HAD qui n'est pas la nôtre. Donc ça, voilà, la répartition du temps médical, comment on finance ça, ça fait l'objet d'une discussion. Mais bon, c'est pas le problème principal. C'est pas le problème principal. Je trouve que c'est super intéressant parce que c'est quelque chose qu'on ne suspectait pas, qu'on pouvait le faire et qu'on était resté, comme tu disais, sur des concepts que faut une certaine lourdeur. C'est des patients lourds mais qui ne répondaient pas aux critères et je pense que ça donne des pistes pour finalement améliorer la prise en charge de ces patients. Une des questions qu'on voulait te poser, notamment, c'est tout ce côté éducation thérapeutique. Je sais que c'est un sujet sur lequel tu communiques beaucoup et je voulais voir un petit peu, que tu nous dises un petit peu votre organisation, parce que là aussi on essaye c'est un peu l'avantage de se retrouver comme ça dans un congrès comme ça, c'est de repartir avec il a dit ça, elle a dit ça, je vais mettre en place ça, et cet échange, c'est ça ce que j'aime bien. Alors l'éducation thérapeutique, moi je vais peut-être vous décevoir un peu, hein, mais après avoir, il y a une dizaine d'années, créé des ateliers d'éducation thérapeutique qui étaient financés par l'ARS, j'ai décidé que finalement ce n'était pas la priorité de l'hôpital. Et je vais vous expliquer pourquoi. Peut-être que ça vous choque que je dise ça, mais je vais vous expliquer pourquoi. Je trouvais qu'on ratait notre cible, c'est-à-dire qu'il y avait peu de patients qui étaient concernés par rapport au volume de patients qui réellement devaient être éduqués. Et donc ceux qui revenaient à l'hôpital pour être éduqués, c'est quasiment ceux qui en avaient le moins besoin. Et de toute façon, sur une volumétrie qui était ridicule par rapport aux besoins. Et donc, on a donné nos ateliers d'éducation thérapeutique à un centre de réadaptation qui était à côté, et les ateliers fonctionnent toujours bien. On a recentré notre activité donc sur plutôt de la sécurisation, de la coordination de soins, l'HAD, les HDJ aussi. Et on utilise par contre beaucoup le Prado et l'AMI 5.8. Mais par contre, on essaye de pas seulement le prescrire, mais également de donner des indications et de donner la possibilité à l'infirmière qui effectue donc cette éducation à domicile. Je ne sais pas si vous avez déjà lu les documents du Prado, mais ils sont vraiment très bien en fait, ces documents de Prado. Et donc on donne aussi la possibilité à l'infirmière de nous faire un feedback sur qu'est-ce qui s'est passé au niveau de ces ateliers. Et de plus en plus, les infirmières du coup nous font effectivement ce retour d'informations. Et c'est gagnant-gagnant et ça touche beaucoup plus de monde. Et surtout, on utilise les ressources humaines que l'on n'a pas, c'est-à-dire les ressources humaines de ville, avec toutes les infirmières libérales de ville, qui sont très contentes finalement, c'est rémunéré, et sont très contentes de faire quelque chose qui change un petit peu du quotidien. Et surtout, elles peuvent faire un retour, il y a un échange entre nous. Donc ça, c'est important. Donc c'est notre façon aujourd'hui de faire l'éducation thérapeutique, même si ce n'est pas celle qu'on avait imaginée il y a 10 ans maintenant. Moi, hier, quand on s'est rencontrés avec Sonia, vous aviez parlé du temps que vous consacriez à vos consultations avec vos patients insuffisance cardiaque, qui n'a rien à voir avec le temps que nous, médecins, on y consacre. Nous, on va consacrer 10 minutes, vous avez consacré 2 heures, et la valeur ajoutée de votre consultation. Comment vous collaborez, par exemple, avec tous ces intervenants, notamment Prado, comment ça se passe quand on est infirmière de pratique avancée? Il y a l'IPA, il y a l'infirmière d'insuffisance cardiaque. Comment vous arrivez à faire votre place dans cet univers? Alors, quand j'ai commencé il y a 1 an, en fait, ça me perdait un peu. Je me dis, il y avait beaucoup trop d'intervenants, je ne m'y retrouvais pas. Et puis aujourd'hui, en fait, c'est ma boîte à outils. Je l'ouvre. Quelquefois, on me dit, ça se télescope. Par exemple, télésurveillance et Prado, est-ce qu'on peut mettre les deux ensemble? Oui, je l'ai fait pour 2 patients parce que c'était nécessaire. J'ai beaucoup de patients seniors de plus de 90 ans. Donc, c'est important en sortie d'hospitalisation d'avoir du présentiel tous les jours. Et puis ensuite, on passe le relais avec un appel téléphonique 2 fois par semaine pour avoir des... Voilà. Donc, effectivement, tout est utilisé. L'HAD, aujourd'hui, je l'ai mise dans ma boîte à outils aussi parce qu'effectivement, il faut casser un petit peu les murs et aller de plus en plus vers la ville, l'hôpital. Dans mon cursus, j'ai voulu travailler aussi avec des médecins généralistes
Donc j'ai fait un stage pour aller voir un petit peu, moi je suis hospitalière depuis toujours, je voulais un petit peu voir ce que c'était la ville, parce que nous on n'arrive pas à travailler avec la ville, mais la ville, comment ils font pour travailler avec nous? Effectivement, il y a aussi beaucoup d'écueils. Donc j'essaye un petit peu de faire un état des lieux autour de moi et puis de prendre tout ce qu'il y a à prendre. Et il y a beaucoup de choses en fait, finalement, beaucoup de choses. Même dans les étudiantes que je prends maintenant, je prends des étudiantes aussi qui viennent de la ville, des étudiantes IPA, et puis de diverses, pas que de la cardiologie, des IPA par exemple, des étudiantes qui vont faire plutôt de la gériatrie ou de la diabéto pour casser un peu les murs de tout ça, pas refaire ce que font déjà le médical, puisque le médical il est très centré cardio, très centré diabéto, et un petit peu être au milieu de l'hôpital et pouvoir tirer la canne à pêche là où on voudra aller pêcher. Sonia, est-ce que vous prenez en charge que les patients suivis dans votre centre, ou bien il y a des patients qui sont suivis par des cardiologues libéraux? Alors on est très bloqué avec le protocole d'organisation qui nécessite d'être signé par le cardiologue avec qui on doit travailler, enfin le médecin avec qui on va travailler. Dans mon service, tout le monde a signé ce protocole d'organisation, sauf les cardiologues intervenants qui sont libéraux et qui viennent en libéral et qui viennent faire quelques vacations chez nous. Et alors, très drôle, au bout d'un an, alors, ils me connaissent depuis très longtemps, de leur cabinet, ils m'envoient en consultation parce que, je vais prendre l'exemple d'une cardiologue de ville qui avait vu sa patiente, et puis elle me dit, elle n'est pas du tout ischémique, elle a une douleur, mais c'est pas du tout vraiment, mais j'arrive pas à comprendre ce qu'elle a au niveau de sa douleur. Est-ce que ça te gêne de l'avoir en consultation et d'essayer de creuser? Et effectivement, je l'ai pris en charge. Et cette patiente, en fait, elle n'a pas vraiment de douleur. Elle avait des palpitations qui étaient tellement désagréables qu'elle l'identifiait comme douleur. Voilà. Et ça a pris 30 minutes, 40 minutes quand même. Et je l'ai prise le jour où, effectivement, cette cardiologue était sur le site pour pouvoir en discuter. Voilà ce genre de petites choses qui quelquefois, lors de la prise en charge de la patiente ou du patient, vient bloquer le cardiologue et puis qui peut un petit peu débloquer la situation. Natalia, vous, par exemple, à Bicêtre, quels sont vraiment les trucs qui marchent chez vous et que, voilà, justement de collaboration avec vos infirmières qui font que, voilà, moi j'aimerais partir d'ici en disant à mon directeur demain ou à mon chef de service, voilà ce que je veux mettre en place. Natalia l'a dit. Ce qui marche depuis peu de temps, mais qui marche bien, c'est les consultations d'attitration avec ESPIC. Donc, il a une infirmière à former. Il faut choisir une bonne personne qui n'a pas peur à s'engager, qui est motivée, qui est dynamique. Elle m'a suivi, elle était avec moi en HDJ pendant 6 ou 8 mois. Donc vraiment, elle a assisté à tous les hôpitaux de jour, des consultations, façon de parler avec les patients, choisir les bons médicaments. Et là, depuis des mois, elle se lançait toute seule. Elle a déjà les programmes bien remplis. Ce qui marche bien, c'est vraiment créer un parcours défini. Donc, dès que les patients insuffisants cardiaques, connus ou pas connus, se retrouvent entre nos murs d'hospitalisation, les internes en forment. Et on discute par la suite la prise en charge des parcours. Est-ce que c'est sorti avec Prado et l'hôpital de jour? Parce que l'un n'empêche pas l'autre. Est-ce que c'est sorti seulement en hôpital de jour? Est-ce que c'est sorti parce que le patient est déjà connu? Bon, il a mangé un peu de sel et on a vu qu'il n'a pas encore traitement optimisé. Est-ce que c'est consultation explique? Donc, toute cette organisation, ça marche très bien. Ce qui marche bien, c'est la communication. Tant qu'on ne communique pas, il n'y a pas d'organisation possible, il n'y a pas de bénéfices pour les patients. Et d'autres choses qui marchent bien, et je trouve ça, on essaie d'élargir avec les prestataires différents, c'est la télésurveillance. C'est vraiment quelque chose qui permet d'avancer dans l'éducation thérapeutique, parce que on fait toujours les ateliers quand les patients sont présents. On ne peut plus les ateliers dédiés, on ne convoque plus les patients, mais on profite de leur passage pour faire les cours un peu sympas, comment organiser les vacances. Donc, pas forcément parce que les cours sur les symptômes, sur les traitements, elles ont souvent avec les infirmières. Et moi, je fais les cours un peu plus larges, un peu plus dans leur contexte des vies personnelles, professionnelles, aussi éducatives sur la pathologie. Donc, les gens ils se posent maintenant beaucoup de questions, ils sont bien éduqués. En plus, on a tout ce qui est une formation sur Internet. Donc, parfois, les patients ils me posent vraiment les questions pièges. Voilà. Et éducation thérapeutique via télésurveillance, ça aide beaucoup parce que le patient est chez lui. Il a des appels téléphoniques des deux côtés. Donc, une fois, c'est l'infirmière de chez nous. L'autre fois, c'est l'infirmière des solutions, des prestataires. Donc, ils n'ont pas les mêmes façons à parler. Donc, ça lui crée, si vous voulez,
zone de confort de l'entourage. Et moi, je pense que cette organisation avec création des parcours, il faut que ce ne sera pas « Ah, on fait l'HDJ parce qu'on ne sait pas ». Non, ça doit être défini dès le début de rentrée des patients en hospitalisation, avec des personnels motivés et puis être aux outils informatiques, comme la télémédecine. Natalia, l'argent c'est le nerf de la guerre, mais comment sont rémunérées ces consultations de titration des infirmières? Comment ça donc, marche? Les consultations, donc tu ne prends pas les consultations par consultation, c'est cette série de consultations. Donc patient, c'est en une enveloppe, donc c'est 500 € par patient. Et c'est un parcours d'HDJ, c'est ça? Non, c'est les consultations de titration avec ISPIC. Avec ISPIC. Alors, il y a un protocole de coopération. Et le protocole de coopération. Donc, non, moi, demain, je peux faire ça dans mon service. Si tu as une ISPIC, oui. On en a un, sauf qu'il faudrait un financement par l'ARS, un article 51, il faut quoi? Non, mais il faut qu'elle puisse être diplômée dans un cadre d'article 51. Mais je suppose qu'elle est diplômée, il a fait un voilà, tu vas avec ton directeur et vous offrez des consultations. Donc c'est un forfait de 500 €. Oui, par patient. Et ça peut être 3 consultations ou 6 consultations. Donc après, elle vient de démarrer. Donc d'ici quelques mois, on va faire des calculs, combien de temps elle prend par patient, voilà, pour choisir les moyennes. Mais globalement, c'est ça. D'accord. Et les patients sont très contents, l'infirmière très contente, moi je suis très contente. Si, c'est que tu peux mettre dans le financement de l'infirmière, que ce soit une infirmière protocole de coopération ou pratique avancée PCS, tu peux mettre la télésurveillance. Ça te rajoute pour l'instant, avec l'article 51, c'est pas encore passé dans le domaine courant, mais dans l'article 51, ça te rajoute au moins 110 € par patient, par 6 mois de prescription. Donc ça va alimenter ton budget. Ça te permet de financer un poste assez confortablement. Donc c'est l'ARS, il faut faire une demande de prise en charge. L'article 51, c'est un accord avec l'ARS. Oui, mais c'est des articles 51 qui sont déjà validés, que ce soit le protocole de coopération, que ce soit la télésurveillance, c'est les articles 51 qui sont validés au niveau national. Ça n'est qu'une signature. Il n'y a pas de... L'ARS, par définition, va dire oui, puisqu'elle a déjà dit oui au niveau national. Donc à l'échelon régional, local, elle dira oui aussi. D'accord. Est-ce qu'il y a une ou deux questions dans la salle? Est-ce que quelqu'un veut intervenir? Déjà, on a fait remonter la salle. Écoutez tous, vraiment, c'était une très belle discussion. On a fait sous mode forum, on a fait interagir chacun. Je vous remercie à ceux qui n'étaient pas prévus d'être parmi nous. C'était super d'avoir accepté de venir autour de la table et ça nous a apporté énormément de richesse. Merci à Bayer pour le soutien institutionnel. Merci à tous. Bonne suite de congrès. À très bientôt. Merci.